été journaliste indépendant, mais aussi professeur d'histoire géo. Et depuis 3 ans, il se consacre à l'écriture. Il est même considéré comme l'étoile montante du polar, avec sa dernière trilogie qui a déjà reçu plusieurs prix. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle cabine de page. Bonsoir Frédéric Paulin. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous, dans votre jardin, à Montreuil-sur-Île. On n'est pas très loin du canal d'Illérance. C'est un endroit propice à l'écriture ? On y est au calme, j'aime ma maison, j'ai mon bureau en dessous des combles, dans le grenier, au 2e étage. On y est bien. Écoutez, le décor est en tout cas très différent de celui de vos 3 derniers romans, la trilogie Ben Lazare, puisqu'il s'agit d'une fresque géopolitique et historique qui s'étend de la guerre civile en Algérie dans les années 90 jusqu'aux attentats de 2015. Et c'est pour vous l'occasion de décrypter les racines du djihadisme. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans ce portrait tellement ambitieux de l'univers du terrorisme ? Il est devenu ambitieux au fur et à mesure que je l'ai écrit. En novembre 2015, quand il y a eu les attentats au Bataclan, autour de moi, les gens s'étonnaient de la violence, du sacrifice de ces gamins là, qui se faisaient sauter dans une foule, qui tiraient dans des terrasses de café. Pour moi, ça s'était déjà passé avant. J'avais le souvenir des attentats, par exemple, de Khaled Kelkal en 95, au RERB à Paris, à Saint-Michel. J'ai voulu rappeler peut-être à la mémoire française, si on peut dire, que c'était pas nouveau et que c'était une construction lente qu'on avait vue arriver, qu'on n'avait peut-être pas sous-pesée, comme aussi dangereuse. Mais en tout cas, mon ambition, c'était de parler de ces 30 dernières années. Remettre dans la années. perspective historique. Tout à fait. Alors, le dernier tome est sorti peu avant le confinement, La fabrique de la terreur, aux éditions Agulot. Vous allez du printemps arabe jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo et on prend conscience du phénomène de radicalisation qui pousse ces jeunes à s'engager dans l'armée de Daesh. C'est la grande histoire qui se mêle à la petite. Comment parvenez-vous à faire l'équilibre entre réalité et fiction ? Quand je me documente, et j'ai une obligation de documentation assez importante, avant l'écriture, je m'aperçois qu'il existe des zones sombres, des zones grises dans la grande histoire, avec un grand H. Moi, j'insère ma fiction, mes personnages de fiction, mon histoire de fiction, dans ces petites zones. Et grâce à ça, le roman, en fait, porte le lecteur. Et je vais essayer de lui poser des questions, de questionner cette histoire récente, la position de la France. Ce sont des questions politiques, effectivement, mais le roman permet ça, en fait. Et vous le dites, c'est très documenté. Comment est-ce que vous travaillez ? Écoutez, je lis beaucoup, je regarde des films, je regarde le site de l'INA aussi. J'ai beaucoup de presse, je suis un grand lecteur de journaux, donc je conserve et j'ai encore des journaux du milieu des années 90 et plus encore des derniers événements en 2015. Voilà, je m'appuie là-dessus, mais je n'ai pas de contact à la DGSE, je n'ai pas des repentis des groupuscules islamiques armés qui viennent me voir. Voilà. Alors ce qui est passionnant, c'est la diversité des points de vue, celui de la journaliste indépendante que l'on suit, de la commissaire de la DCRI ou de ces jeunes en France ou en Tunisie qui se sont laissés entraîner. Vous avez dit, le roman doit donner à voir le monde, c'est par ce biais-là que vous y parvenez ? Sans doute, oui. Une différence de point de vue aussi amène peut-être à se rapprocher d'une certaine vérité, en tout cas d'une certaine réalité. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais ma perception du monde, voilà, est celle-là. Vous dites d'ailleurs que vous êtes un auteur politique, qu'est-ce que ça signifie ? Que je questionne des sujets qui ne sont pas tabous, mais qui sont très peu documentés. Voilà, on parle très peu de la politique française en Afrique, ce qu'on a fait, ce qu'on a déstabilisé aussi comme pays, ce qu'on n'a pas voulu voir et tout. Je suis politique. Je pense que le roman, et le roman noir particulièrement, est un roman qui doit être engagé. Vous avez déjà des projets d'adaptation ? Oui, le dernier tome a été racheté par une société de production et on est en train, avec le réalisateur, je me retrouve comme scénariste à développer l'histoire, à développer les personnages. Voilà, on va voir, nouvelle aventure. Une nouvelle aventure en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors comme chaque dimanche, nous avons reçu une carte postale de notre libraire indépendant. C'est la librairie Tibul, tome 2 à Rennes, que vous connaissez bien. Et c'est Laurine qui nous adresse ses 2 coups de cœur. Donc Podum, c'est une bande dessinée de Hubert Rezanzim aux éditions Glénat. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme en Italie en pleine Renaissance qui va devoir se marier. Forcément un mariage arrangé, elle ignore tout de son futur amoureux qui malgré tout semble bien sous tous les rapports, mais quelque chose la chagrine, elle ne le connaît pas du tout. Du coup sa marraine en fait va lui donner une peau un petit peu spéciale qui va lui permettre de se transformer en homme et découvrir en fait la vie d'un homme à la Renaissance. Donc c'est une fable médiévale incroyable qui se libère de tout dictat et qui est foncièrement intelligente. Je vous la conseille de toute urgence.
Je vais vous parler maintenant de Sengo, qui est un manga de Sansuke Yamada aux éditions Casterman, qui raconte le quotidien de deux hommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc un simple soldat et son supérieur qui vont devoir faire face en fait, au quotidien dur, assez rude d'un pays en fait, en pleine défaite, qui vont devoir vivre une situation assez déshonorante, qui vont devoir se relancer dans certaines activités pas forcément très fameuses. Mais à côté de ça, ça reste un récit plein de vie, très touchant, émouvant et que je vous conseille absolument. Merci beaucoup à Laurine pour ces coups de cœur et on poursuit en jetant un coup d'œil du côté de nos châteaux de sable pour des idées de lecture pour les plus jeunes. Vous qui vous intéressez à la géopolitique et à l'histoire, je vous conseille ce magnifique atlas paru chez Actes Sud, Comment va le monde? Ce sont 22 cartes fourmillant de détails pour découvrir les dangers qui menacent la Terre et ses habitants, mais aussi des initiatives pleines d'espoir. L'une des auteurs, Jessie Magana, est rennaise. Rennaise comme Aurélie Guilleret, l'illustratrice de cet album paru chez Little Urban, À force de crier au lion de Dave Skinner. Des illustrations pleines de fantaisie pour raconter l'histoire de la petite Lucie Lupin, qui a l'air tellement adorable qu'on ne peut pas croire qu'elle puisse raconter de si gros mensonges sur le thème de « il ne faut pas se fier aux apparences » que vous décrivez si bien dans vos romans. Et pour se débarrasser de ces enfants menteurs ou trop bavards, il y a une solution, le Croque-M, un monstre inventé par la morbihannaise Catherine Latteux. L'album s'intitule Le mangeur de marmots malpolis, c'est chez Little Urban. Et enfin, une histoire loufoque qui prouve que l'union fait la force. Le grand mouton de la rennaise André Prigent aux éditions Kaléidoscope. 4 petits moutons, un grand méchant loup, où le plus malin n'est pas celui que l'on croit. Merci beaucoup Frédéric Paulin de votre accueil et bel été. Nous refermons notre cabine de page pour ce soir, dimanche prochain, direction Saint-Malo, à la rencontre de la romancière Gwenaëlle Robert. Et notez que les références des livres que nous avons évoqués sont sur notre site internet. Très belle soirée à tous.